19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Cash sur table. Ce soir, nous allons aborder un enjeu majeur pour notre société, l'avenir de l'enseignement et de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Des secteurs, on le sait, essentiels, déjà fragilisés aujourd'hui, confrontés aux mesures Arizona dans un contexte de crise budgétaire. Alors, quelles conséquences concrètes pour les travailleurs, les familles, les enfants? Et pour en discuter ce soir, nous recevons Alain Denef. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes député à la région bruxelloise et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et également Ibrahim Domnez, bonsoir. Bonsoir. Et également député PS au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vice-président de commission. C'est bien ça. C'est bien également ça. Aussi, monsieur Denef. Alors, et dans mon cas, je suis engagé. Et engagé, bien évidemment. Ça, c'était très important de le souligner. Vous représentez votre parti, les engagés. On va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement, un petit état des lieux pour, disons, un peu mieux comprendre une question commune à chacun d'entre vous. En quelques mots, comment on peut décrire aujourd'hui la situation actuelle de l'enseignement et de la petite enfance? Je commence avec vous, peut-être, Alain Denef. Je m'enterrerai en disant que la situation est facile, aussi bien dans l'enseignement que dans le secteur de la petite enfance. La situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles est tellement mauvaise que nous sommes obligés de prendre des mesures parce que nous prenons nos responsabilités de manière à freiner l'emballement de l'endettement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, si nous ne faisons rien, en 2029, à la fin de la législature, représentera un endettement beaucoup plus considérable qu'aujourd'hui, et notamment, si nous ne faisions rien, des charges d'intérêt qui sont déjà aujourd'hui de 300 millions d'euros par an, mais qui monteraient à 600 millions d'euros par an. Et ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser faire. On entrera dans les détails tout à l'heure. Une réaction peut-être avec vous, Ibrahim Domnez? Effectivement, une situation budgétaire compliquée, on le sait. Les chiffres sont corrects. Effectivement, il y a un endettement. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix politiques. Là où on est d'accord, c'est qu'effectivement, il faut être rigoureux. Mais de l'autre côté, c'est les choix qu'on a pris pour faire des réductions budgétaires, pour raboter un peu le budget, pour trouver des économies. Sur certains choix, nous ne sommes pas d'accord. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter. Alors justement, les engagés, vous parlez de responsabilité budgétaire, on l'a compris. Est-ce que cette crise était prévisible ou c'était inévitable finalement? Alors, évidemment, pour moi, c'est relativement facile de m'exprimer sur ce sujet, étant donné que mon parti n'était à aucun niveau de pouvoir présent lors de la dernière législature. Et donc, on peut évidemment facilement dire c'est la faute des autres, puisqu'on n'y était pas. La réalité, c'est que ce pays, je parle là vraiment du pays, vit au-dessus de ses moyens depuis 40 ans. Ça, c'est la réalité à tous les niveaux de pouvoir. Le fédéral, les 3 régions, les 3 communautés. Et aujourd'hui, au fond, on nous présente un petit peu l'addition. Et à tous les niveaux de pouvoir, même en Flandre, où ça va un peu moins mal, mais on est obligé de prendre des mesures. Donc c'est vrai que nos députés, je n'y étais pas puisque j'ai été élu en juin 2024, mais les députés engagés, avant ça, CDH, avaient alerté la ministre du budget de l'époque sur l'espèce de dérapage structurel qu'on voyait s'installer, mais qui maintenant est en pleine phase d'accélération si nous ne faisons rien. Et c'est bien pour ça que nous avons décidé de faire quelque chose. Alors je me tourne vers vous, Ibrahim Domnez. Pour votre parti, le PS, est-ce qu'on est face à, disons, une crise subie ou à une crise provoquée par des choix politiques finalement? Mais écoutez, actuellement, là si je peux répondre en 2 phases, effectivement, il y a une situation qui dépasse un peu la fédération, qui dépasse un peu nos régions. Il y a une situation internationale. Donc nous avons des crises successives, que ce soit à Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, etc., qui ont eu des impacts réels sur l'ensemble des parlements, des régions. Alors, et puis il y a une deuxième partie où effectivement, cette législature-ci, on a dû prendre des décisions. Donc gouverner, c'est prévoir aussi. Et donc, quelque part, on subit un peu des facteurs qui nous dépassent, ça c'est vrai, et d'autres pays subissent également. Et de l'autre côté, on doit faire des choix politiques. Et là, on est un peu maître de la situation en disant, on va plutôt se focaliser sur ces restrictions budgétaires ou on va plutôt donner un peu plus de sous dans d'autres choses. Alain Denef, les mesures Arizona, on le voit, répond quelque part à des urgences financières
est-ce qu'il n'y a pas aussi intérêt à avoir une vision à plus long terme, disons? Je voudrais encore faire le commentaire sur un facteur aggravant de la crise actuelle que Ibrahim Denmez n'a pas mentionné, mais je pense qu'il sera d'accord avec ce facteur. C'est évidemment le fait que par rapport à il y a 15 ans ou 10 ans, où on empruntait de l'argent pour, ainsi dire, des taux d'intérêt très faibles, voire nuls, ils ont même été négatifs à un certain moment, ça n'est plus du tout le cas. Ce qui veut dire que quand un État, comme on dit, roule sa dette, c'est-à-dire qu'il fait de nouveaux emprunts pour rembourser les précédents, mais si les précédents, vous payiez à l'époque 1% de taux d'intérêt et que maintenant vous en payez 3%, le même emprunt, il vous coûte 2% d'intérêt de plus. Et l'intérêt, la charge d'intérêt, c'est quelque chose que vous payez à celui qui vous donne, qui vous prête l'argent. Et c'est une dépense que vous ne revoyez jamais. Hein. Vous n'allez pas faire un nouvel emprunt pour payer les intérêts des emprunts précédents. Et donc aujourd'hui, être fort endetté, c'est beaucoup plus dommageable que ça n'était jusqu'il y a 4-5 ans. Donc ça, c'est vrai en Belgique, à tous les niveaux de pouvoir, comme dans les autres pays européens également. Alors, vous parlez de l'Arizona. L'Arizona est obligé, donc le niveau fédéral, de prendre là aussi des mesures en urgence pour stopper l'emballement de la dette publique, mais il le fait, comme en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur une perspective budgétaire de plusieurs années, pluriannuelle, donc une trajectoire budgétaire. Ce qui est peut-être ce qu'on va essayer de faire, qui sait, ensemble, à Bruxelles, là aussi, de mettre de l'ordre, pas seulement en faisant mal une année, mais en disant, on fait un effort important la première année, mais encore en deuxième, en troisième, en quatrième année, de manière à contrôler l'évolution de cet endettement. Ibrahim Denmez, une réaction peut-être, d'après vous, est-ce que ces mesures ne risquent pas d'affaiblir aussi quelque part durablement les services publics? Écoutez, on doit faire des économies. Ça, c'est une certitude. Mais comme je vous l'ai dit, il faut bien les choisir. Alors, on parle beaucoup de licenciements dans le service public aujourd'hui. On est en train de discuter pour les négociations à Bruxelles, notamment de ça. À partir du moment où un service public, on a beaucoup moins de personnes qui travaillent parce qu'on doit faire des licenciements, parce que la charge due au fonctionnement, due au personnel est importante. Mais bien sûr, on ne peut pas faire le même travail avec beaucoup moins de personnes. Ça va aggraver un petit peu la situation et ça risque de faire du service public un peu de moins bonne qualité, effectivement. Alain Deneve, beaucoup de Bruxelloises et de Bruxellois se posent la question, comment justifier des restrictions dans des secteurs déjà en pénurie de personnel? Vous envisagez le secteur de l'enseignement, par exemple. Alors, le secteur de l'enseignement que Ibrahim Denmez connaît bien, puisque nous siégeons tous les deux dans la commission enseignement du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un secteur qui est depuis quelques années entré dans une phase de pénurie dont nous pensons, hélas, qu'elle va s'aggraver. C'est-à-dire que le métier d'enseignant attire moins qu'avant, pour toute une série de raisons. C'est un phénomène international, oui. D'abord, il faut le savoir, mais qui, en plus, chez nous, se focalise sur certaines branches où on trouve vraiment difficilement des professeurs, on le sait, les langues, les mathématiques, la science. À Bruxelles, vous savez qu'il y a beaucoup d'enseignants qui viennent enseigner à Bruxelles, mais qui n'habitent pas à Bruxelles, qui viennent de Wallonie, dans l'enseignement francophone, ou qui viennent de Flandre, dans l'enseignement néerlandophone. Ces gens-là, pour des tas de raisons, ça les amuse moins, ça les intéresse moins, parce qu'il faut se déplacer, de venir à Bruxelles. Les publics dans les écoles bruxelloises, c'est souvent des publics plus difficiles, plus compliqués. Et donc tout ça crée une situation de pénurie qui s'aggrave. Et je suis bien d'accord pour dire que les mesures que nous sommes malheureusement obligés de prendre aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles peuvent, chez certains, les décourager d'entrer dans une fonction d'enseignant, s'ils n'y sont pas, et peut-être même, dans certains cas, décourager certains qui y sont. Mais ça, c'est malheureusement le prix à payer des réformes que nous devons faire, parce que si nous ne les faisons pas maintenant, je vous assure que dans 3 ans et demi, celles que nous devrons faire seront pires encore. Alors, le prix à payer, justement, vous venez de dire, m'amène à la question suivante. Est-ce que la qualité de l'enseignement, est-ce qu'elle peut être maintenue avec moins de moyens, finalement? Moi, je pense que oui. Alors, il y a une limite, évidemment. Si vous enlevez la moitié des enseignants, ça ne fonctionnera plus. Mais on sait que la Belgique, et singulièrement la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique,
c'est, dans les pays de l'OCDE, la 6e entité publique qui dépense le plus d'argent par tête d'habitant pour l'enseignement. Donc, il y a assez de moyens dans l'enseignement. La vraie question à se poser est de savoir si cet argent est bien utilisé. Et là, clairement, la réponse est non. Il y a des tas de dysfonctionnements, il y a des tas d'endroits où il y a des formes d'inefficacité. Et c'est ça aussi à quoi nous essayons de nous atteler, c'est-à-dire pas faire avec moins d'argent, mais faire beaucoup mieux avec l'argent que nous avons. Alors, Ibrahim Domnez, c'est un mal nécessaire finalement, toutes ces restrictions. Est-ce que d'après vous, on sait que les travailleurs parlent d'épuisement, est-ce que le politique a suffisamment entendu ce signal ? En tout cas, nous, on l'a entendu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont entendu, avec 140 000 personnes dans les rues. Je pense qu'on l'a entendu. Alors, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, mais il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Donc je vais faire un peu le parallèle à la question précédente que vous avez posée à mon collègue. Effectivement, c'est un métier qui est en pénurie. Et aujourd'hui, les mesures que ce gouvernement prend, notamment faire travailler 10% de plus en enseignement secondaire supérieur, pour gagner la même chose, c'est pas ça qui va attirer les enseignants ou les jeunes qui veulent se lancer dans l'enseignement et être professeurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a un contexte global où on ne veut pas trop être prof, ça je peux le comprendre, mais il y a aussi le fait qu'il y a un gouvernement qui prend des décisions qui met à mal. Allez, très clairement, les dernières nouvelles, un enseignant touchera 500 € de moins de pension. Et des directeurs, parfois 1 000 € de moins. Vous pensez que c'est ça qui va attirer des jeunes à être prof ? Je ne pense pas. Voilà, donc ça c'est une certitude. Après, oui, il y a de l'épuisement. Oui, il y a de l'épuisement, parce que c'est très facile de dire qu'un prof travaille 20 heures, et là il va devoir travailler 22 heures, c'est pas grand-chose. Mais derrière ces 20 heures, il y a peut-être le double, où il doit préparer, il doit corriger, il doit... Voilà. Donc c'est trop facile de dire qu'un prof, aujourd'hui, ne travaille pas assez, ou bien un prof touche beaucoup plus parce que ça j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a quand même des députés qui disent très clairement que pour un secteur, ces gens-là touchent un peu beaucoup, un peu trop. Une réaction, Alain Denef ? Oui, alors il y a un peu à boire et à manger, si je puis dire, dans ce que dit mon collègue Domnez. La question, par exemple, des 2 heures en plus dans le degré supérieur du secondaire, il faut savoir que jusqu'en 2018-2019, il y avait, c'était la règle. On pouvait, c'était pas le cas dans toutes les écoles, mais les écoles qui le choisissaient, notamment pour des questions de facilité dans la grille horaire, pouvaient demander à leurs professeurs du degré supérieur de travailler jusqu'à 22 heures. Donc on revient à quelque chose qui a existé. En fait, on les aligne sur leurs collègues du degré secondaire inférieur. Il faut savoir qu'en primaire, c'est 24 heures. Il faut savoir qu'en maternelle, c'est 26 heures. Il faut savoir que dans le spécialisé, c'est 28 heures. Donc on ne peut quand même pas dire qu'on commet une injustice absolument flagrante. Il se fait que moi, je suis président du pouvoir organisateur d'une école à Anderlecht, le collège Matteo Ricci, implanté en milieu populaire. Et donc, évidemment, les professeurs m'ont dit la même chose que ce que dit Ibrahim Domnez, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on doit travailler 2 heures de plus, etc. La réalité, c'est que les professeurs, c'est face à la classe qu'ils doivent faire 2 heures de plus. Alors, si vous mettez les préparations et les corrections, ça fait encore 2 heures de plus. Ça fait 4 heures de plus, donc vous pouvez dire, effectivement, qu'ils vont travailler à ce niveau-là 10% de plus. Oui, mais un professeur, ça fait beaucoup d'autres choses dans l'école. C'est le travail face à la classe, pour la classe, ça c'est ce que j'ai évoqué, mais aussi pour l'école, c'est la formation et c'est le travail collaboratif. Ce qui se passera sans doute, c'est qu'un certain nombre de profs en feront un peu moins sur toutes ces activités qu'on pouvait qualifier de, entre guillemets, bénévoles, qu'ils faisaient en plus des heures face à la classe ou des heures qu'ils passaient à préparer la classe ou à corriger. Et donc, c'est un peu dommage, mais dans les écoles où les professeurs sont motivés, je vous assure qu'ils continueront à faire ce travail, je pense, avec conviction. Alors, je vois que Ibrahim Domnez, vous hochez la tête. Oui. On n'a pas parlé des 500 € de moins au niveau des pensions, les 1 000 €. On peut en parler. On en parlera. Mais à côté de ça, voilà, donc 10% de travail en plus pour pas toucher 1 € en plus, c'est une réalité. Après, dire que on s'occupera d'autres choses, de l'encadrement, de l'accueil et des choses comme ça, oui, si ce n'était que de l'autre côté, on supprime les ALE. D'un côté, donc il y aura déjà une pénurie au niveau de l'encadrement et du travail qui est fait autour de l'école. Donc je peux entendre la réponse, mais dans un contexte global,
Non, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, et les profs ne sont pas d'accord du tout. Vous savez, il y a des associations de professeurs que j'ai rencontrées qui sont extrêmement en colère. Et ça s'est vu. Hein. On a eu des centaines de milliers de personnes dans les rues. C'est pas parce qu'ils étaient heureux. Hein. On parlait de l'enseignement. La petite enfance, est-ce que c'est aussi le parent pauvre des politiques publiques? Est-ce que c'est un constat également que l'on peut faire, Alain Denef? Non, je pense qu'on ne peut pas faire ce constat. En fait, quand nous avons tenté de stabiliser la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est parti d'une idée très simple. Vous savez que la compétence du budget se trouve chez la ministre-présidente, Elisabeth de Gries, qui est donc de mon parti, les engagés. Nous nous sommes dit, il faut que chaque secteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles fasse sa part. Alors évidemment, on sait bien que la plus grosse part, c'est l'enseignement obligatoire, mais vous avez aussi l'enseignement supérieur, vous avez la culture, les médias, le sport, l'aide à la jeunesse, la petite enfance. Chacun fait, en proportion évidemment de ce qu'il représente dans le budget, fait sa part et fait son effort. Et donc la petite enfance fait son effort comme les autres secteurs, mais en fait l'essentiel est préservé. Les mesures que nous avons prises, c'est pour 2026 une non-indexation d'1,2% des moyens. Donc ça, c'est ce que nous avons décidé, ce qui veut dire un manque à gagner, si je puis dire, une non-indexation qui se traduira par 128 € par place qui ne seront pas alloués aux structures d'accueil. Je vous fais observer que le fait, non pas de faire des sauts d'index, mais de forfaitiser l'index, ce qui est une des mesures de l'Arizona, ce sont les mesures qu'on est obligé de prendre à différents niveaux de pouvoir pour simplement maintenir la tête hors de l'eau d'un point de vue financier. Ibrahim Domnez, des mesures à prendre. Est-ce qu'on peut parler alors à ce moment-là vraiment d'égalité des chances dans ce contexte? Non, justement. Il y a des choix politiques à faire. Ce gouvernement a fait des choix. Ça n'aurait pas été les nôtres. Vous savez, dans un contexte global, des enfants à besoins spécifiques, pour nous, c'est notre ligne rouge. On ne peut pas faire d'économie là-dessus. Par exemple, quand on parle des repas scolaires, des repas chauds, pour nous, surtout dans des quartiers ou des écoles à indice socio-économique faible, pour nous, c'est notre limite, puisque ces enfants, c'est peut-être leur seul repas de la journée. Donc, et c'est un droit fondamental. Donc ça, c'est notre ligne rouge. Là-dessus, nous, on sera intransigeants là-dessus. Ça, c'est pas possible. Alors, les fournitures scolaires, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des fournitures scolaires. Aujourd'hui, on a touché dans ça. Et je sais que ça va créer des problèmes dans certaines familles. Donc ça, c'est des choix politiques qui font mal, et en général, ils font mal à ceux qui ont le plus besoin d'aide. Et ça va les enfoncer un peu plus dans la précarité, très souvent. Donc c'est ça notre ligne rouge. On doit faire des économies, c'est une certitude. Mais on doit choisir l'endroit où on doit faire des économies. Ibrahim Domnez et Alain Denef, ne bougez surtout pas, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. 19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Et on retrouve nos invités Alain Denef et Ibrahim Domnez. On va poser une question maintenant, si vous voulez bien, en profondeur sur ces fameuses mesures Arizona. Première question peut-être pour vous, Monsieur Denef. Que visent concrètement ces mesures Arizona dans les compétences de la Fédération? Alors écoutez, je vais prendre un exemple qui va me permettre de revenir sur ce que disait mon collègue, la question des pensions. Bon. En fait, moi, découvrant un petit peu le secteur de l'enseignement, alors pas sur le terrain, puisque je vous le dis, je suis président d'un pouvoir organisateur, mais comme homme politique, j'ai quand même découvert qu'il y avait des choses qu'on faisait dans le domaine de l'enseignement qui n'étaient pas alignées sur le restant de la fonction publique. Si vous prenez les DPPR, qui sont le mécanisme, au fond, d'adaptation de la fin de carrière d'un enseignant, eh bien, on calculait un nombre d'années qui était nettement plus élevé dans le domaine de l'enseignement que dans le restant de la fonction publique. Et donc, en fait, là, l'Arizona a dit, ben non, tout le monde va être aligné sur la même chose, et donc c'est 2 ans et pas 3 ou 4 comme ça pouvait l'être jusque-là. Mais donc, on ne fait que rétablir ce qui était, quelque part, une anomalie. Sur la question de la pension, quand Ibrahim Domnez dit, mais vous vous rendez compte, on va retirer 500 € à la pension des enseignants. Alors d'abord, entendons-nous bien, on ne parle évidemment pas des gens qui sont pensionnés déjà à l'heure où nous parlons, et on ne parle même pas de ceux qui vont être pensionnés dans les années qui viennent. Il faudra être pensionné à partir de 2057
pour qu'on vous retire effectivement 500 € de pension, mais 500 € valeur nominale, vous vous rendez compte de ce que vaudront 500 € dans 32 ans d'ici? Il y aura eu de l'inflation pendant 32 ans. Donc ça représentera peut-être encore... Je ne vais pas, évidemment, il faudrait que je vive jusqu'à ce moment-là pour pouvoir le vérifier, mais peut-être que ça représentera 1/10 de ce que représente nominalement aujourd'hui 500 €. Et ça, quand on le présente comme étant tout de suite dans la poche, on va aller chercher 500 € chez les gens, ça n'est pas correct, ça n'est pas vrai. Ibrahim Delmez, autre question, on parlait des mesures raisonnables dans les compétences de la fédération. Votre parti, le Parti socialiste, rejette ces mesures dans leur globalité. Il n'y a aucun terrain d'entente où il y a toujours moyen de trouver des solutions. Écoutez, dans ce qui est proposé très récemment, je vais dire, on rejette complètement. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour parler des liens avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je vous ai parlé des repas chauds, par exemple. Alors, il y a une mesure qui est prise aujourd'hui au fédéral, qui dit qu'on passe de 6 à 12% pour les repas qui sont livrés. Et donc, à un moment donné, le repas qui est à 4 € pour les étudiants, enfin pour nos élèves, il va être indexé de 6%, 25 centimes. Mais si on a plusieurs enfants, c'est 25 centimes par jour. Donc quand on a plusieurs enfants et qu'il n'y a plus de gratuité, justement, des repas chauds, donc ça va être un impact budgétaire directement dans la poche des familles. Donc on prend une décision fédérale, on décide de passer de 6 à 12%, les repas ont augmenté, et on risque aussi de ne plus avoir de repas chauds. En tout cas, on a diminué le budget par 2 pour un public double. Et donc, il y a un impact direct des mesures fédérales. Alors justement, est-ce qu'il y a des alternatives budgétaires réalistes? C'est possible, selon vous? Bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Je pense très sincèrement, comme je vous l'ai déjà dit il y a quelques minutes, c'est des choix politiques qui doivent être faits. Alors, nous, on a des lignes rouges, on ne peut pas toucher les plus vulnérables, mais on peut aller chercher l'argent ailleurs. Je pense qu'il y a de l'argent à toucher ailleurs. Je pense que c'est une évidence. On peut aller le trouver, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des alternatives. Allez, quand je regarde le fédéral, on a décidé de donner un peu plus de moyens, beaucoup plus de moyens, à l'armement. C'est un choix politique. Il n'y a personne qui nous oblige à le faire. On a décidé de le mettre là. Et de l'autre côté, on rabote l'enveloppe bien-être de 3 milliards. Alain Denef, une réaction peut-être? Oui, une réaction sur le dernier point de mon collègue. C'est facile de dire qu'il y a moyen d'aller trouver de l'argent ici ou là. Il le fait de manière plus mesurée que nos collègues du PTB qui eux, racontent véritablement n'importe quoi en disant il suffit de prendre l'argent qu'on va investir dans les F-35 pour aller les mettre ailleurs. Ils ont l'air de complètement oublier que ça, c'est de l'argent fédéral et qu'on ne transfère pas comme ça des moyens financiers d'un niveau de pouvoir à un autre, surtout dans un pays complexe comme le nôtre. Mais c'est vrai que les budgets ont un caractère très politique dans les choix sous-jacents qu'ils présentent. Soyons de bon compte. C'est vrai que la modification des taux de TVA, ça a un effet sur le prix des repas qui sont livrés, dans la mesure où il faut les payer, dans la mesure où ils ne sont plus éventuellement gratuits. Mais là, c'est le genre de décision où vous devez bien vous rendre compte que le fédéral doit prendre des décisions dans sa logique à lui. Et il y a parfois des effets collatéraux dommageables pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il n'y a personne qui, au niveau de la coalition Arizona, s'est dit « on va jouer un mauvais tour à la Fédération Wallonie-Bruxelles en modifiant le taux de TVA des plats qui sont livrés ». Évidemment que non. Il se fait que c'est un effet de bord, regrettable sans doute, mais... Par contre, dans l'exemple que je donnais de la pension ou de la DPPR, où on aligne sur le restant de la fonction publique, là, le fédéral prend des décisions en connaissance de cause en disant, puisque la matière des pensions, c'est une matière fédérale, nous le savons tous, eh bien, moi, je souhaite que tout le monde dans la fonction publique soit aligné en Belgique. Et ça, là, il le fait consciemment et il a le droit de le faire. Le restant, ce sont des effets malheureux de décisions qui doivent être prises au niveau fédéral. Ibrahim Delmez, pas d'accord avec ces dommages collatéraux, finalement? Bien sûr que non. Effectivement, on prend les décisions. Il y a des dommages collatéraux au niveau de la région, au niveau des familles, au niveau des gens les plus précarisés. Alors, il y a des règles, il y a des lois qu'on a prises avec des exemptions. Je crois que l'instruction publique peut être une exemption
de cette augmentation de la TVA de 6 à 12%. Et c'est ce qu'on avait proposé, c'est ce que nous avons proposé au fédéral. Donc, à un moment donné, je pense que c'est un peu réducteur, un peu facile de dire c'est un dommage collatéral. Non, non, il faut prévoir. Il faut prévoir des cas particuliers, et l'instruction publique est un cas particulier. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles à indice socio-économique très faible, où il y a des enfants qui sont précarisés. En augmentant ça, on met le pouvoir d'achat en difficulté des gens. Et donc ça, je crois que ça pouvait être une solution. Alors Alain Denef, on a beaucoup parlé de ces mesures. Arizona, selon vous, tous ces choix, est-ce qu'ils sont dictés par l'austérité, par la nécessité de réforme, ou ils ont une combinaison des deux finalement ? Mais je crois que la réponse est dans votre question. C'est évidemment la nécessité de réformer et l'urgence de le faire qui amène à prendre ces mesures. Je voulais revenir sur la question de la gratuité des repas scolaires ou des fournitures scolaires. En fait, ce que nous faisons, c'est responsabiliser les écoles par rapport à leur choix. Si vous prenez les fournitures scolaires, bon, il y avait sur toute une série d'années primaires des fournitures qui étaient livrées gratuitement aux écoles. Alors maintenant, elles peuvent organiser la gratuité jusqu'à la fin de la 6e primaire, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, mais avec moins de moyens. Avec moins de moyens, il n'y a pas de doute. Oui, mais, non. Attention, avec quand même une nuance fondamentale. C'est qu'on dit aux écoles, vous allez maintenant, vous, déterminer qui a besoin de ces fournitures scolaires, car tout le monde n'en a pas besoin, même dans des écoles à indice socio-économique plus faible. Et vous allez surtout vous responsabiliser vous-même en faisant en sorte que ce ne soit pas du matériel donné en début d'année, et puis on l'oublie, et on donne du matériel nouveau l'année d'après. Non, on reprend le matériel, et ce n'est que quand ce matériel est vraiment usé qu'on le remplace. Eh bien, moi, je suis certain qu'avec cette mesure, vous allez avoir, évidemment, ça demande un peu de travail des écoles, mais les écoles, comme par hasard, un peu bien organisées, arriveront à le faire. Avec moins d'argent, elles arriveront à assurer une gratuité sur les 6 années de primaire, en utilisant en termes environnementaux mieux ce qui est mis à disposition, et en choisissant d'aider les parents qui, clairement, en ont besoin, car, d'accord avec Ibrahim Denmez, il y a des familles, et il y en a beaucoup à Bruxelles, qui ont absolument besoin de cette aide. Oui, je vois que Ibrahim Denmez n'est pas tout à fait d'accord avec tout cela. Non. C'est des effets d'annonce. On dit, d'un côté, vous savez, on va élargir la gratuité de la 3e primaire, on va aller jusqu'à la 6e primaire. Donc il y aura plus d'enfants qui vont pouvoir éventuellement avoir de la gratuité. Mais pour ça, on passe de 20 à 10 millions. Donc on donne beaucoup moins de moyens pour beaucoup plus d'enfants. Mais beaucoup mieux utilisés. Ouais. Alors, qui va devoir choisir et sur quels critères? Vous n'en avez pas besoin, je vous le donne à vous et je ne vous le donne pas à vous autres. Moi, je pense que ce système-là va augmenter les inégalités sociales et les inégalités dans l'enseignement. Très clairement. Parce que tout le monde doit être mis sur le même pied d'égalité. Alors, moi, je peux comprendre qu'il y a des familles qui sont un peu plus aisées, mais à Bruxelles, en tout cas, on a énormément de familles qui n'ont pas de moyens. Et je pense que les moyens qui vont être dédiés à ces écoles-là ne seront pas suffisants. Puisque, comme je vous le dis, 2 fois moins de moyens pour 2 fois plus de public. Donc, ceux qui en ont besoin, ils ont 2 fois moins de chances d'avoir leurs besoins. D'autres sentiments, Alain Denef ? Mais Ibrahim Denmez sait très bien que les écoles à indice socio-économique faible, en encadrement différencié, comme on les appelle, sont aidés, font l'objet d'un financement particulier que n'ont pas les autres, mais c'est vraiment la responsabilité des écoles de faire des choix. Je me permets de revenir encore sur cette école dont je suis président du pouvoir organisateur. Nous sommes en indice socio-économique faible, nous sommes à 4. Bon, et donc nous sommes aidés. Eh bien, en fait, nous n'avons jamais fait appel au mécanisme des repas scolaires gratuits. À l'époque où il fallait en faire la demande, c'était toute une affaire administrative, etc. Et il se fait que nous, on aidait les gens avec un système de potage le midi, etc. Parce qu'il se fait que nous ne voulons pas que nos élèves sortent hors de l'école, voilà, étant donné le quartier, c'est notre choix pédagogique. Eh bien, nous aidons ces élèves avec un potage évidemment gratuit tous les midis, qui est financé en partie grâce à une ASBL de la région bruxelloise qui se spécialise dans ce genre d'action. Bon, voilà. Peut-être que nous allons changer notre fusil d'épaule demain et que nous allons dire, nous allons, puisque nous recevons maintenant automatiquement cet argent dans les moyens
alloués aux écoles en encadrement différencié, peut-être que nous ferons appel, nous utiliserons une partie de cet argent pour les repas scolaires, mais peut-être que nous ne changerons pas notre pratique et que nous utiliserons l'argent en plus qui nous a été donné pour les repas scolaires à d'autres choses dont nous avons besoin dans l'école. Ça, c'est la responsabilité des écoles. Donc, les pouvoirs organisateurs vont devoir choisir entre les repas chauds ou un voyage pédagogique, par exemple. Vous savez, vous mettez à ce moment-là... D'avoir des choix écoutez, on vit à Bruxelles, dans les écoles, vous vous imaginez? Alors, on doit attendre qu'il y ait une ASBL qui puisse à un moment donné dire « Attendez, je vous donne un peu de soupe pour vos potages. » L'école doit attendre ça. Non. Je crois qu'on doit être responsable. On doit être responsable, on doit donner les moyens, on doit donner un repas chaud. C'est pas avec un potage qu'on va s'en sortir d'abord. Et puis ensuite... Vous savez, la situation, elle est claire, hein, elle est pas compliquée du tout. Hein. Quand on a un budget qui est 2 fois moins pour plus de gens, et qu'on ne spécifie pas que ce soit pour des repas chauds, à un moment donné, si un des profs ou le pouvoir organisateur décide de faire un voyage pédagogique, et je pense qu'il faut faire des voyages pédagogiques, à ce moment-là, il n'y a plus de budget pour le reste. Et le seul repas pour ces écoles à indice socio-économique faible, il saute. Le seul repas chaud peut-être de leur journée, il saute. Ça, je ne serais pas d'accord. Peut-être une dernière réaction, Alain Denef, avant la pause. Oui, simplement dire que la responsabilité de chaque école, et moi je crois beaucoup à l'autonomie des PO, alors qui est plus une réalité dans certains réseaux que dans d'autres, c'est un fait, mais évidemment, notamment dans le réseau libre qui scolarise une majorité d'enfants, il y a cette autonomie des pouvoirs organisateurs et des directions. C'est à eux de déterminer la meilleure allocation des ressources qu'elles reçoivent. Et je pense que les gens, avec leur créativité, leur imagination, même avec des moyens réduits, sont capables de faire des choses vraiment remarquables au profit des enfants. Voilà, c'est une position, celle des engagés. On se retrouve dans quelques instants, ne bougez surtout pas. 19h-20h, cash sur table sur Arabelle. C'est la troisième et dernière partie de votre émission Cash sur table avec nos invités ce soir, Alain Denef et Ibrahim Denmez. On parlait tout à l'heure, au milieu de l'entretien, du fonctionnement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'on peut dire, Alain Denef, que cette fédération est aujourd'hui, disons, structurellement sous-financée ou la réalité est tout autre? Ça, c'est une question vraiment, vraiment intéressante, parce qu'au moment où on a beaucoup discuté du budget, de cette fameuse trajectoire budgétaire, une partie de l'opposition, la partie responsable, écolo et le PS, je ne parle pas du PTB qui, eux, de toute façon, racontent n'importe quoi, mais le PS et écolo, on a dû admettre la réalité des chiffres, c'est-à-dire la gravité de la situation. Mais évidemment, très vite, certains disent, plutôt que de tenter de faire des économies, c'est-à-dire travailler sur la partie dépenses, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur la partie recettes? Et là, il y a un gros problème en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que la FOIB n'a pas de recettes propres, quasiment pas. Contrairement à la région bruxelloise, à la région wallonne, à la région flamande et au fédéral qui peuvent lever l'impôt. Ce qui veut dire que cet argent de la Fédération Wallonie-Bruxelles lui vient en direct du fédéral selon une clé de répartition qui est bien connue, qui est la clé élève, et qui fait que tout cet argent qui doit être distribué aux communautés, aux 3, n'oublions pas la petite communauté germanophone, est distribué en fonction du nombre d'élèves scolarisés en région, dans la communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Cette clé, elle a été négociée, je pense, la dernière fois en 2011, et beaucoup de gens du côté francophone disent oui, mais on a mal négocié ça à l'époque. C'est peut-être bien vrai, mais on est 14 ans, on est 15 ans plus tard, et le problème, c'est qu'on ne peut pas simplement aller dire aux Flamands de ce pays, dites, écoutez, on a mal négocié il y a 15 ans, on va la refaire, et donc, bref, vous allez nous donner plus d'argent. Je pense que si un jour ça se passe, ce sera dans le cadre d'une réforme de l'État beaucoup plus globale. Donc ça, c'est la grande difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et venir simplement dire, donnez-nous aux autres niveaux de pouvoir de l'argent pour enflouer la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors qu'il n'y a pas d'argent dans les autres niveaux de pouvoir non plus, c'est un vœu pieux. Alors, Ibrahim Denmez, est-ce que vous rejoignez cet éclairage et est-ce que, quelque part, le fédéral et les régions ont leur part de responsabilité aussi dans cette situation ?
Tout à fait, je serais d'accord à 100% avec mon collègue. Effectivement, ça s'est décidé il y a très longtemps, peut-être mal négocié à l'époque, effectivement, mais je pense qu'il faut à un moment donné remettre ça sur la table. Est-ce que c'est le bon moment, le momentum? Non, je ne pense pas, puisqu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent ni au fédéral, ni dans les régions, ni en fédération. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une période propice pour pouvoir renégocier ça. Et mon collègue l'a bien expliqué, c'est une balance entre des recettes et des dépenses. On peut jouer sur les dépenses, c'est des choix. Comme je l'ai dit, des choix politiques. Mais sur les recettes, on a vraiment pas beaucoup de leviers aujourd'hui. Donc, je pense que certains collègues qui sont également fédérales peuvent à un moment donné initier un mouvement peut-être, voir un peu comment ça réagit pour essayer de voir, parce que c'est un gros problème, ce financement. Alors, une réaction peut-être, Alain Deneuve. Oui, un complément. Une autre piste que certains ont à ce moment-là essayé d'activer était de dire, oui, mais il y a plus d'argent dans l'enseignement flamand que dans l'enseignement francophone, alors que l'enseignement flamand, si vous prenez la communauté flamande en tant que telle, elle est aussi déficitaire. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'en tire mieux? Parce qu'il y a de l'argent qui vient de la région flamande, des matières régionales. Et pourquoi? Parce qu'eux ont fusionné les deux. Et ça, on ne l'a pas fait du côté francophone. C'est-à-dire que la communauté française n'a pas fusionné, par exemple, avec la région wallonne, ce qui aurait supposé de régionaliser l'enseignement et d'avoir, au fond, une communauté bruxelloise qui aurait hérité des matières enseignement et autres, et qui aurait fusionné avec les matières régionales bruxelloises. Mais ça, on ne l'a pas fait. Donc, cette espèce de vase communicant qui peut exister du côté flamand, et qui sont vraiment des choix politiques, ils peuvent décider, nous, on fait une autoroute en moins, mais on soutient mieux notre enseignement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en Wallonie et à Bruxelles, puisque ce sont des entités administratives et politiques séparées. Alors, on va se tourner justement vers l'avenir. Quel avenir pour cet enseignement et cette petite enfance? Je me tourne vers vous, peut-être Ibrahim Denmez, si votre parti, le PS aux commandes, disons que les premières mesures que vous serez prêt à prendre. Écoutez, moi je pense que les places d'accueil pour la petite enfance, elles doivent être rediscutées, réfléchies de nouveau. Pendant la campagne, certains partis avaient annoncé 5000 places d'accueil en plus. Aujourd'hui, on voit que ce sera 1500 en plus en 2029. On voit aussi qu'on fait des économies. Donc, on met certaines structures en difficulté, puisque moins de subventions, aînés, etc. Donc, des reports de charges, peut-être dans des autres, ou bien une insuffisance au niveau des places d'accueil aujourd'hui, qui vont pur et simplement mettre les gens en difficulté pour se retourner vers des places d'accueil dans le privé peut-être, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, mettre en difficulté les ménages de nouveau, le pouvoir d'achat des gens. C'est un exemple. Et dans ce contexte justement de difficultés budgétaires, comment redonner un petit peu d'attractivité au métier de l'enseignement et de la petite enfance? En tout cas, ce gouvernement a fait tout son contraire. En leur demandant de travailler plus, de gagner pareil, donc d'avoir moins de pensions, même si ce sera dans quelques années. Et donc, voilà, je crois qu'on a tout fait. Alors, les décisions qui ont été prises, par exemple, sur le qualifiant. Donc, on a supprimé le qualifiant. Et donc, quand on supprime le qualifiant, on supprime 500 emplois. Quand on demande aux gens de travailler 10% en plus, ça permet d'avoir 1500 enseignants en moins. Donc là, on est à 2000 enseignants en moins. Donc, ce gouvernement a décidé de lutter contre la pénurie en prenant ces mesures-là. Donc, on a besoin de 2000 enseignants. Et donc, voilà, c'est une méthode que, personnellement, on n'approuve pas. Mais je crois que ce n'est pas ça qui va rendre plus attrayant. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut revaloriser la profession. Il faut vraiment Alors, au niveau du travail de l'enseignant, je crois qu'à un moment donné, il faut revenir à la raison. On peut, c'est un choix politique, enlever le qualifiant. On peut discuter sur le tronc commun, sur la manière, sur le système éducatif, mais il y a des choses où il faut être clair. On a des leviers. En revalorisant la fonction, on peut donner un peu plus d'attractivité à la profession. C'est pas uniquement leur salaire, c'est le travail en lui-même. Je pense qu'il y a un travail à faire. Alors, il y a des écoles où c'est compliqué. Monsieur Deneuve connaît bien Bruxelles. Il y a des écoles où c'est compliqué. On a des écoles qui ne sont pas attractives du tout. Essayez d'envoyer un professeur dans ces écoles-là. C'est très, très compliqué.
faut revaloriser ces écoles-là, il faut jouer sur l'attractivité des écoles. Et là, ce gouvernement voilà, il a du travail. Alors, Alain Denef, je pose également la même question. Quel avenir, quelle vision vous portez, vous et votre parti, sur l'enseignement au cours des prochaines années? Est-ce qu'on peut aussi encore innover, réformer sans moyens supplémentaires? On l'a vu. Un petit détour par la petite enfance sur laquelle je ne me suis pas beaucoup exprimé. Donc le cap, il est clair pour nous sur la législature, c'est bien 5 000 nouvelles places qui seront... Nouvelles initiées, 3 500 initiées par le gouvernement précédent. Oui. Donc c'est ces 1 500 places que ce gouvernement va créer. Les chiffres sont clairs. 5 000 nouvelles places autorisées au total sur la législature, et un investissement aussi en termes d'infrastructure, parce que il y a évidemment le fait d'avoir les personnes qui s'occupent des enfants, mais il y a aussi, comme d'ailleurs dans le domaine de l'enseignement, la question des infrastructures qui sont parfois dans un état relativement déplorable. Alors, pour répondre à votre question sur que peut-on encore faire avec pas plus de moyens et même moins de moyens, eh bien, je pense qu'il faut rendre l'ensemble du système plus efficace. Il faut vraiment faire en sorte de voir où on peut éviter les dépenses inutiles, les doublons. C'est toute la question de la simplification administrative. Si on déchargeait déjà nos professeurs de tout ce qu'ils doivent faire d'un point de vue administratif, de toutes ces bordereaux, ces formulaires qu'ils doivent remplir, des rapports, etc., eh bien, on allégerait leur charge de travail et ils pourraient se consacrer véritablement face à la classe à des tâches beaucoup plus nobles, beaucoup plus pédagogiques. Et là, je pense vraiment que le gouvernement est en train d'initier des bonnes réformes pour simplifier tout ça. Ça passe notamment par une remise à niveau de toute une série de grands programmes informatiques qui sont développés par une institution qui s'appelle l'ETHNIC et qui développe beaucoup de choses, mais qui coûtent beaucoup d'argent, qui prennent beaucoup de retard, et ce que nous déplorons, et peut-être qui développent parfois comme à plaisir, des applicatifs qui finissent par être redondants les uns avec les autres, où vous avez des professeurs qui doivent parfois encoder 2 fois les mêmes données, 3 fois les mêmes données, alors que normalement l'informatique, ça sert à recouper les mêmes données et à les dispatcher sur des logiciels et des applicatifs qui font différentes choses. On va voir en profondeur tout cela. Ibrahim Domnez, on parlait de solutions, d'avenir. Est-ce que, d'après vous, votre parti, le Parti socialiste, les partenariats publics-privés sont des pistes plus ou moins crédibles? Écoutez, par principe, au départ, nous ne sommes pas très friands de ce principe-là, mais je sais que ça évolue fortement dans les pensées, notamment pour Bruxelles. Vous savez, quand il y a des moments où on n'a pas beaucoup de moyens, notamment ici pour le logement, je peux parler à Bruxelles, ça peut être envisageable, évidemment. Ça dépend du montage, je vais dire. Moi, je ne suis pas personnellement contre un partenariat public-privé, effectivement. Dans l'enseignement, c'est un peu plus compliqué, effectivement, ça... Votre avis, Alain Denef, un mariage public-privé possible? Alors, moi, j'observe que les mentalités évoluent et que des partis, on dirait assez naturellement, idéologiquement, un peu plus distants de ce genre de montage, aujourd'hui l'envisagent, ne disent pas nécessairement oui, mais envisagent qu'on en discute, et c'est ce qu'on va faire notamment en FOEB. Alors, ça s'applique à la question des écoles. Mais alors dans des matières régionales bruxelloises qui nous intéressent, mon collègue et moi également, sur le logement, et qui sait peut-être pour achever tout ou partie du métro, ce sont des formules qu'il faut pouvoir envisager. Alors, je voudrais dire tout de suite que il est clair que c'est une formule qui est coûteuse. Pourquoi? Parce que vous avez un opérateur privé qui intervient, qui en fait le boulot que le public ne fait plus. Moi, je pense qu'il va le faire globalement mieux, mais ça a un coût. Évidemment, il a sa marge, il a sa rémunération. Et donc, à l'arrivée, si vous ne faites pas attention quand vous négociez les contrats, qui sont des contrats de très longue durée, c'est du 30, c'est du 40 ans, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose de très défavorable. Donc, il faut augmenter la capacité des équipes administrative parmi les fonctionnaires, notamment de la FOEB ou de la région bruxelloise, pour être capable de tenir la dragée haute à des gens du privé qui, eux, connaissent très très bien leur métier. Mais le grand avantage du système, c'est que même s'il coûte cher, à l'arrivée 30 ou 40 ans après, eh bien, vous avez une école
qui est encore parfaitement opérationnel, vous avez des logements qui sont parfaitement opérationnels parce qu'ils ont été entretenus, et vous avez un métro qui fonctionne parce qu'il a bien été conçu également. Alors le temps passe très vite, peut-être encore deux petites questions avec vous, Ibrahim Donmez. Sur tous ces dossiers, est-ce que le dialogue avec la majorité est encore possible? On parlait tout à l'heure en off, notre système à la belge permet pas mal de choses. Oui, alors écoutez, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a moins de difficultés, par exemple, avec les engagés. Les engagés ont une fibre, effectivement, instruction publique, c'est historique, et on arrive quelquefois à être d'accord sur des dossiers importants. Alors, c'est moins le cas par rapport au MR, par exemple. Et idéologiquement, à Bruxelles, c'est très compliqué avec le MR. Les compromis à la belge, ben oui, puisque les gens, au départ, c'est le côté humain aussi, le relationnel entre les négociateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Après 1 an et demi d'attente pour un gouvernement, aujourd'hui, on cherche des compromis, et je pense que M. Verhofstadt fait, notamment, donc engagé, fait un excellent travail à ce niveau-là, et des compromis à la belge. Alors, votre sentiment, Alain Denef, votre parti semble bien parti, sans faire de mauvais jeu de mots, même si le PS, bien sûr, a des distances avec le MR, c'est classique et traditionnel. Je dirais qu'à Bruxelles, nous sommes aujourd'hui dans le même bateau, le PS et nous et quelques autres partis. Hein. Il y a quand même encore Écolo, il y a Défi, et puis il y a 2 ou 3 partis néerlandophones. Mais nous sommes condamnés à réussir. Je pense que là, il y a vraiment pas d'alternative. Et donc, ça suppose, dans le chef de chacun, de faire des concessions. En FOIB, c'est évidemment, je le comprends, pour le PS plus compliqué. C'est aussi compliqué pour nous, parce que nous sommes, il l'a rappelé, traditionnellement proches du monde de l'enseignement, et d'ailleurs de la petite enfance, etc. C'est notre ADN à nous. Et donc, effectivement, quand on prend des mesures qui sont nécessairement impopulaires, mais ça nous touche beaucoup plus que notre partenaire de majorité. Bon, et l'opposition, je ne vais pas lui en faire grief, est habile, que ce soit le PS ou Écolo, ou parfois même le PTB, à essayer de ficher un coin entre le MR et les engagés pour essayer de nous désunir dans des mesures que par ailleurs nous assumons tout à fait. Ce que nous n'assumons pas de la même manière, c'est la manière de dialoguer avec le secteur. Et là, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de concertation authentique dans le futur qu'il n'y en a eu cette dernière année et demie. Alors, encore une phrase pour chacun, une question commune. Ibrahim Donmez, êtes-vous, disons, pour l'avenir de ce secteur, avez-vous un optimisme mesuré ou encore pessimiste? Honnêtement, je suis encore assez pessimiste en voyant un petit peu les mesures qui ont été prises. Je trouve que ça va faire mal pour le secteur. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons des lignes rouges. Ça va faire mal aux élèves, aux familles, avec leur pouvoir d'achat, aux gens les plus précarisés, et aux enseignants aussi. Et donc, je répète, effectivement, M. Denef, à juste titre, a parlé d'un dialogue avec les syndicats, avec le secteur. Moi, je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à cette majorité, c'est effectivement de la concertation avec les syndicats, avec les professeurs, avec les associations, avec les parents. Donc, et là, pour le moment, avec... et là, je reste modéré, avec 1 an et demi de cette législature, je suis assez pessimiste. J'espère que je le serai moins l'année prochaine. Alain Denef, plutôt le verre à moitié plein? Oui, d'abord c'est mon tempérament, et puis vous n'attendiez pas que je dise autre chose étant dans la majorité, mais je dirais que je suis raisonnablement optimiste. Mais je ne suis pas follement optimiste, parce que je mesure tout ce qui est encore à faire en termes de réformes, en termes d'explication des réformes et en termes de concertation pour expliquer les réformes. Si vous imposez des réformes à des gens à qui vous n'expliquez rien et dont vous n'écoutez jamais l'avis, en fait, vous vous compliquez la tâche. Et nous, on pense que la tâche est déjà suffisamment compliquée pour ne pas la rendre plus difficile. On vous invite à le faire alors. Voilà, on a vu l'enseignement et la petite enfance sont donc au cœur des choix de notre société. Entre contraintes budgétaires et responsabilités politiques, et les visions s'affrontent, mais l'urgence, elle reste. Merci à nos invités. Alain Denef, je rappelle que vous êtes député à la région bruxelloise et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et Ibrahim Donmez, député PS au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à vous. Merci également à nos auditeurs pour leur attention. C'était Casse sur table. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Jusqu'à 20h, c'est